C'est parti pour un nouvel épisode, l'avant-dernier épisode de l'année, c'est quand même pas rien. Je tiens à le signaler, cette année, nous ne ferons pas de pause entre Noël et Nouvel An comme on avait l'habitude de le faire par le passé. On sera là, le 26 ou le 25 ou le 26 décembre, ainsi que le 2, je perds un peu mes dates, excusez-moi, ainsi que le 2 janvier avec des épisodes, avec différents chroniqueurs. Par exemple, Thierry sera là pour le premier numéro de l'année 2025. David, lui, on lui souhaitera un joyeux Noël, une bonne année en fin d'épisode, parce que on ne t'en verra plus après, je pense. David est avec nous, Thierry également, pour l'épisode 473. Merci d'avoir choisi une fois de plus d'écouter les technos. On a un planning assez chargé, parce que d'ici la fin de cet épisode, on retrouvera l'un de nos deux Sébastien qui nous parlera assez longuement de processeurs, de microprocesseurs, parce que le microprocesseur a un peu plus de 40 ans maintenant, 43 ans je pense, et il voulait absolument en parler et passer par toutes les explications de ce qui tourne autour du processeur et de ce que l'on en connaît, etc. C'est rigolo parce qu'on a le retour vidéo, évidemment, vous le savez, on est filmé aussi, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, et la caméra de Thierry fait des trucs un petit peu bizarres, oui. C'est un petit peu particulier. Elle a décidé de dézoomer, voilà. Oui, ça zoome, ça dézoome, c'est rigolo comme tout. Ouais. Si vous le voulez bien, attendez, parce que je reprends ma conduite, si vous le voulez bien, on va commencer par le premier sujet de cet épisode. Et on va parler de super-pouvoirs. Les super-pouvoirs des lunettes de Meta. Puisque les lunettes ne sont plus de simples lunettes avec Meta. Faut le savoir. Non. Mais oui, il faut le savoir. Et puis... Merci, Thierry. À la semaine prochaine. Ah, salut, c'est bon. Non, mais c'est une news qui m'embête un peu parce que j'ai un des 3 comparses avec qui nous allons, dans quelques semaines, on en reparlera le 2 janvier, puisque ça sera la veille de mon départ pour le CES. Laurent, si tu m'écoutes, je sais qu'il s'amuse à faire des photos quand il écoute les technos, ça me fait bien plaisir, ou quand il écoute mon carnet de Bruno. Voilà, fin de parenthèse. Lui, il a craqué pour les lunettes de Meta, et je dois avouer que j'étais à 2 doigts de craquer moi aussi, parce qu'elles permettent de faire des vidéos, elles permettent de faire des photos. Alors certes, c'est les lunettes de Meta sur du comment ça s'appelle, Ray-Ban. Oui. Après, il y a les nouvelles lunettes dont nous parle Mark Zuckerberg, qui seront gonflées à bloc de nouvelles fonctionnalités. Mais pour le modèle qui existe déjà, eh bien, en fait, il y a des nouvelles fonctionnalités qui commenceraient à donner envie de s'acheter une paire, puisque on aura, par exemple, de l'intelligence artificielle pour nous aider à reconnaître ce qu'on voit. Alors tu me diras, j'espère que quand on voit quelque chose avec des lunettes, on sait ce qu'on est en train de regarder. Oui, Thierry, je suis d'accord. Ça dépend le degré d'alcool. Mais j'en avais discuté avec un de nos chroniqueurs, l'un des 2 Sébastien, qui me disait qu'il avait, et j'ai le même souci, je l'avoue, c'est que tu croises quelqu'un et tu dis, mais je le connais, mais tu reviens plus sur son prénom. Ah oui, et ça. Tu connais son nom de famille, mais son prénom ne te revient plus, donc tu as peur de dire une grosse bêtise et d'être impoli quelque part. Et cet outil-là, ça peut nous aider, nous, les gens qui ont un début d'Alzheimer. Oui, ça c'est top. Ça c'est top. Sinon, il y a une solution. Hein, quand vous voyez quelqu'un qui vous dit bonjour dans la rue, puis vous vous souvenez plus de son nom, vous dites salut, toi qui sais comment tu t'appelles. Non, oui, c'est une option. Plaisanterie mise à part, l'intelligence artificielle va par exemple vous aider à reconnaître ce que vous avez sur la table en matière de légumes, de mets, que vous pourriez par exemple faire scanner avec vos lunettes pour vous préparer ou imaginer une recette. Alors c'est pas forcément le meilleur exemple, mais à terme, si on y met de l'intelligence artificielle, on peut imaginer effectivement, comme tu le dis, faire que les lunettes reconnaissent instinctivement nos contacts LinkedIn, notre réseau de contacts.
Je sais que Facebook, ils ont déjà tout ce qu'il faut, hein, puisqu'ils vont puiser peut-être dans nos contacts qu'on a déjà partagés avec eux. Ça, c'est une piste. Mais il y a d'autres fonctionnalités qui vont commencer à être sérieusement sexy. Alors, je pense à la traduction simultanée. Ça, c'est pas mal du tout, sachant que c'est pas de l'hi-fi, c'est pas un super son, mais c'est suffisant, par exemple, pour cet usage, d'avoir des branches assez proches des oreilles pour vous permettre d'entendre, par exemple, en simultané, ce que vous dit votre interlocuteur en chinois, en anglais ou en suisse-allemand. Ça, c'est vous qui choisirez. Et de pouvoir se dire, on porte des lunettes, et ça se fait tout là-dedans. Enfin, en partie, hein, puisqu'effectivement, il faut quand même aussi un petit peu de computing déplacé, en l'occurrence votre smartphone. Et puis, comme il est capable de faire de la traduction simultanée, pourquoi pas vous aider, je sais pas, dans un ascenseur à reconnaître la musique que vous êtes en train d'entendre, et ainsi faire un peu de Shazam pour vous aider à noter le super morceau très entraînant qui vous amène au 16e étage du building. Qui sera peut-être pas répertorié, ce genre de musique. Ouais. Il y a de fortes chances. Ou alors c'est une playlist très très pointue sur Spotify. Donc voilà, c'est ces petits aménagements qui font plaisir à voir que ces mises à jour pourraient augmenter les fonctionnalités. Donc on parle de super pouvoirs. Voilà, ça c'est l'article que j'ai partagé avec vous qui s'amuse à parler ainsi. Tous sont assez unanimes sur le fait que là, ces mises à jour sont assez intéressantes pour faire évoluer les fonctionnalités de base. Et puis c'est vrai que ça commence à être intéressant de se pencher à l'idée d'utiliser ces lunettes. Seule question à laquelle j'ai pas cherché la réponse, j'imagine qu'elle existe, c'est que pour celles et ceux qui, comme moi, doivent porter des lunettes médicales, est-ce qu'on peut faire porter des verres de correction sur ces lunettes ? Ce serait bien. La question reste ouverte. Ça serait bien, ça serait très très bien. Parce que sinon, les gens qui ne portent pas de lunettes, ce seraient les gens qui ne portent pas de lunettes qui auraient un avantage sur ceux qui en portent, ce qui serait un comble. Ce qui est un comble. On avait déjà évoqué ça à diverses reprises quand on parlait justement de lunettes avec ce genre de fonctionnalité. Effectivement, c'est chaque fois la question qui se pose, et ce serait intéressant d'un jour avoir la réponse, peut-être d'un opticien. J'en sais rien, mais s'il y en a qui nous écoutent. David, qui porte des lunettes, est-il intéressé justement par le port des lunettes méta un de ces jours, avec toutes les fonctions qu'on a évoquées ? Moi qui ai une très mauvaise mémoire des prénoms, ça m'aiderait très fortement que les lunettes puissent me dire le prénom de la personne en face de moi. Parfait. Par contre, étant donné que ces lunettes ont des caméras, ça pourrait poser des petits problèmes, étant donné que on ne peut pas prendre des vidéos ou des photos où on veut. En Thaïlande, c'est assez restreint. Pour dire, dans les centres commerciaux, voire dans les supermarchés, il y a des affiches interdiction de prendre des photos dans le rayon des fruits et légumes. On parle même pas dans des bars de striptease ou quoi. Ah bon ? Oui, non, c'est ça. Donc c'est assez marrant, et j'ai pris une fois ça en photo, ce qui était assez marrant parce que c'était interdit de prendre des photos. Dans le rayon fruits et légumes du supermarché, il y avait un gros écriteau, interdiction de prendre des photos. Donc moi j'ai pris une photo de l'écriteau. Oui, mais bon, quel rebelle. Risquer la prison, parce que on n'y va pas par quatre chemins non plus, je pense, hein, en Thaïlande. Non, dans un supermarché, il y a pas trop de problèmes là. Mais bon, dans d'autres établissements, ça pourrait poser des petits problèmes. Et honnêtement, j'ai déjà vu ça dans certains quartiers à Bangkok, que dans des bars, les serveurs ou les serveuses vérifient que les montres ne peuvent pas prendre de photos, parce que apparemment des clients chinois et coréens qui ont des montres qui peuvent prendre des photos, et ils vérifient les montres des gens. Donc les lunettes. Wow. C'est encore un autre problème. Ok, merci pour ces informations. On rappelle que tu te trouves justement en Thaïlande, c'est pour ça qu'on en parle. Ce serait complètement idiot de parler d'un pays dont on sans aucune attache. Tu vois, ce serait comme en Azerbaïdjan, machin. Non, on s'en fout.
j'ai eu une hésitation. Est-ce que c'est bien Battlemage, le processeur, le GPU, pardon, d'Intel, ou Battle Image? Peut-être qu'il manque une lettre, en fait, dans ce que je suis en train de lire. Non, David, c'est Battlemage. Battlemage B581 pour son petit nom, de chez Intel. On avait peut-être enterré Intel un petit peu vite. C'est ce qui est fort possible. On a enterré Intel un petit peu vite, oui et non. Intel a des soucis, comme on en a parlé ça c'est sûr. Récemment. On a parlé il y a 2 ans, quelque chose comme ça, de la sortie de leur série de GPU Arc, dont il y a eu beaucoup de rumeurs disant qu'ils allaient abandonner ça, que ça allait être fini. Intel a fait un petit peu comme dans Iron Man, la première version a été faite dans une cave et est sortie pour se sortir du pétrin. Et puis là, ils ont sorti une version 2 et qui a un petit peu surpris tout le monde. Quoique moi, je m'attendais à ce que ça soit bon parce que Intel avait déjà annoncé les cœurs de type XE2 lors de leur dernière génération de processeurs Core Ultra deuxième génération. Voilà, ils ont sorti un GPU qui est le B580. Alors, c'est le GPU que tout le monde attendait depuis longtemps, qui est un GPU qui est pas cher, $250 de MSRP, qui a plus de 50% de puissance en plus que la version précédente, qui consomme moins d'électricité, qui bat le GeForce RTX 4060, voire même le TI. Ils embarquent 12 Go de VRAM, alors que Nvidia, pour les entrées de gamme, sont restés à 8 Go de VRAM. Donc ça fait un gros avantage. Et ici, il est sorti il y a à peine une semaine. J'en ai un d'ailleurs. Donc je l'ai testé. Tous les youtubeurs et tous les critiques s'accordent pour dire que c'est une grande victoire. Donc Intel n'est pas enterré du tout, et pour les gamers, ça fait une carte graphique à prix raisonnable qui permet de jouer en 1440p de manière très compétitive. Voilà, c'est très bien pour Intel. D'ailleurs, il faut dire que les ingénieurs sont en avance sur les sorties du matériel. La version précédente des GPU Intel, c'est Celestial. On avait parlé que c'était conditionnel évidemment au succès de Battlemage, mais étant donné que Battlemage est déjà en rupture de stock partout. D'ailleurs, il est sorti en Asie avant les États-Unis, et Amazon est déjà en rupture de stock, et il parle de ne pas avoir de réapprovisionnement avant l'après-Nouvel An. Donc c'est un très grand succès. La version suivante, ça sera Celestial. Apparemment, les ingénieurs ont déjà clôturé le dossier et travaillent déjà sur la génération suivante, qui est la 4e génération. Donc Intel a probablement un atout dans les GPU. En plus, c'est un GPU qui est capable pour ce qui est de l'intelligence artificielle, et ils sont déjà en train de parler de sortir des versions pour data center. Ok. D'accord. Évidemment, pour un cadeau de Noël, comme tu l'as dit, c'est rupture de stock, il faudra faire un bon à valoir. C'est toujours bien ça. Dans une enveloppe, un bon pour un Arc BE580. Voilà, on ne l'a pas tout de suite, mais on l'aura avant Pâques, en tout cas, ça c'est sûr. Hein, je pense que ça va suivre derrière. Mais voilà, c'est bien de savoir que c'est une réussite. On vous met les liens évidemment avec les benchmarks, c'est toujours intéressant, hein, les gamers aiment bien ça, pouvoir comparer avec ce qu'ils ont peut-être eux-mêmes, ou avec des références qu'ils connaissent. Ça vaut toujours la peine de jeter un petit coup d'œil. Et évidemment, ça intéresse, je disais, les gamers, mais pas que les gamers, puisque tu parlais d'intelligence artificielle. Chacun d'entre nous aujourd'hui, s'il met un petit peu ses mains dans le cambouis, a besoin de GPU sous la main, et de GPU de bonne qualité, sans devoir remettre la main à la poche tous les 3 mois, de préférence, et d'avoir une petite avance, on va dire, sur la technologie, ce qui n'est jamais vraiment le cas. Hein. On sait tous que quand on achète un truc en informatique, il est déjà obsolète, quoi. Hein. Ça, c'est sûr. Mais comme ça, on a quand même une référence et un coût
qui est quand même intéressant parce que je sais pas à combien cote actuellement la RTX 4060, mais c'est bien plus, ce qui me semble, que $250, si je dis pas de bêtises. La 4060 est à $300, 300 € à peu près, et la TI est plutôt à 350 voire 400, oui. Donc à $249 MSRP. Et moi je l'ai eu ici au prix MSRP. C'est une très bonne carte et c'est très abordable pour les gamers. Il faut effectivement la comparer plus avec la TI, la version TI qui a plus de mémoire graphique, puisqu'on a déjà 12 gigas de mémoire graphique sur la carte Intel. Voilà, autant le dire, on parle pas souvent de ce type de matériel chez les technos, mais quand c'est bien, il faut le dire, et on l'a dit, je pense, personne n'a contredit. Pour rester pour faire des rimes, voilà, sans en avoir l'air, si vous le voulez bien. Dites, j'ai pas fait le bloc-notes en début je vais y arriver. En début d'épisode, on va le faire maintenant. Le bloc-notes, vous le savez, ce sont quelques petites brèves, quelques petites informations que j'ai sourcées ça et là et que je soumets à votre intérêt et à celui de mes petits camarades chroniqueurs. La Commission européenne a validé ce lundi le lancement du projet Iris Carré, ou Iris 2, c'est comme vous voulez, une constellation de 300 satellites sur 2 orbites différentes, basses jusqu'à 2000 km et moyenne entre 2000 km et 35 786 km, c'est précis, pour fournir quoi ? Des communications sécurisées et un accès Internet à haut débit. Le projet de 10,6 milliards d'euros quand même, est géré par un consortium européen et aura des centres de contrôle stratégiques en France à Toulouse, en Italie à Fucino et au Luxembourg à Bettembourg. Iris 2 vise à renforcer l'autonomie stratégique européenne face au réseau américain, on pense à celui d'Elon Musk par exemple, mais aussi au réseau chinois en devenir. Le réseau devrait être opérationnel en 2030. J'imagine que vous l'attendez avec impatience, mes petits camarades, pour avoir accès, par exemple, pour Thierry, à Internet depuis son van avec une large bande passante, mais il faudra un petit peu patienter. C'est dans 6 ans. Entre-temps, ton van sera électrique. Voilà. J'espère pas. Ouais, on n'est pas soumis à 2035 ici. C'est ça aussi. D'accord. OpenAI lance ChatGPT Search, un nouveau moteur de recherche gratuit qui défie Google. OpenAI lance donc un moteur de recherche qui est gratuit, je le disais. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d'accéder au service de ChatGPT pour la recherche sans avoir à payer d'abonnement. Cette nouvelle fonctionnalité permet, je relis la même phrase parce que j'ai sauté, je suis désolé, ChatGPT Search offre une approche différente de la recherche en ligne, basée sur l'intelligence artificielle conversationnelle, ce qui pourrait bousculer le monopole de Google. Les deux outils, ChatGPT Search et Google, semblent se comploter pour le moment parce que chacun a ses propres forces. On notera que Perplexity propose déjà ce type de fonctionnalité, mais ne profite sans doute pas de la même force de communication qu'OpenAI, éditeur de ChatGPT. Voilà, c'est la preuve une fois de plus. Je vous conseille Perplexity, c'est sourcé, etc. Toutes les réponses qu'il vous donne, et donc s'il se met à délirer, vous le voyez tout de suite, ce qui est relativement rare en général sur des recherches relativement courantes. C'est très efficace. Google et Samsung s'associent pour pénétrer le marché de la réalité mixte. On va reparler de lunettes. Ils ont développé un nouveau système d'exploitation, Android XR, pour un casque Samsung, pour concurrencer donc les produits d'Apple et de Meta, tels que celui dont on vient de parler. Android XR permettra d'utiliser des applications de réalité virtuelle et augmentée avec un assistant intelligence artificielle intégrée. Le marché de la réalité mixte est dominé par Meta, Facebook et Instagram, donc, avec ces casques Quest, par exemple, tandis que le casque Vision Pro d'Apple reste tout de même un produit de niche à $3 500, excusez du peu. L'appareil qui sortira sous la marque Samsung est provisoirement baptisé Project Muhan, Muhan signifiant infini en coréen, et il devrait arriver dans le courant de l'année prochaine. Vous avez appris un mot de coréen grâce au techno. Dites-le aussi à vos amis si vous le voulez bien. Je pense que ça va intéresser notre ami David, pas le coréen, mais ce casque ou ces lunettes de réalité augmentée de Google Samsung pour le coup. Ça peut être intéressant. Toi, t'aimes bien ces genres de trucs-là, ces gadgets-là, David? Ah bah oui, je serai le premier à vouloir les essayer. Ben voilà, donc on attend ton test avec impatience. Et donc, pour l'année prochaine. Ce sont des lunettes coréennes.
Oui, coréenne. Mais avec... Donc avec... il aime bien les coréennes. Le deuxième mot en coréen, c'est kimchi, le chou farci, si jamais. Ah d'accord. Très, très bon. Voilà, on parle d'ailleurs, quand tu jettes un chou farci sur la... Quand on jette un chou farci sur la tête de quelqu'un, c'est kimchi sur la gueule. Allez. Google va améliorer son outil de numérisation de documents pour corriger automatiquement les défauts de l'image. La nouvelle fonction de scan de Google Drive va proposer donc des fonctionnalités d'amélioration automatique comme la correction des balances de blanc, la suppression des ombres, l'enrichissement de contraste, l'amélioration de la netteté, etc. Ce qui est vachement pratique quand vous scannez par exemple un ticket de caisse au restaurant par exemple. L'outil de scan permettra également d'ajuster automatiquement la forme du document et la prise de vue afin de compenser les potentiels soucis de perspective parce qu'on n'est jamais tout à fait en face du ticket restaurant, surtout quand on a un petit peu picolé. Cette nouvelle version de l'outil Scan sera déployée dans les prochaines semaines pour tous les utilisateurs disposant d'un compte Google, donc presque tout le monde, j'ai presque envie de dire. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal parce que souvent on est inféodé à des applications tierces qu'on a téléchargées sur son appareil, qui sont pas toujours sûres, etc., etc. Là, on peut, à mon sens, avoir un peu plus confiance. Et ce sont des outils quand même vachement pratiques parce qu'aujourd'hui, quand on rentre une note de frais, par exemple, c'est souvent maintenant numérique. On garde plus les petits tickets dans sa poche avec des petites agrafes, etc. Donc, c'est plutôt sympa, je trouve. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour ce qui vient d'être dit, ou est-ce qu'on peut passer, si vous le voulez, à la suite? C'est vous qui me dites. Pas les auditeurs, hein, vous. Les auditeurs, bon. Je les entends pas. C'est bon pour moi, c'est bon pour moi. On y va. Thierry m'a fait un titre long comme... c'est presque... c'est un truc énorme. Et ça va passer dans l'image, je vous assure. Allez regarder l'image. C'est juste illisible, mais ça passe. La succursale Google de Zurich à 20 ans. En quoi est-ce important et pourquoi est-ce important pour Zurich et pour la Suisse de manière plus globale pour la Suisse. Suisse. Deux petites choses. Alors, avant toute chose, je voudrais juste faire une petite parenthèse, faire un coup de gueule, parce que les technos bouffent des auditeurs des autres podcasts, en l'occurrence EDS, en direct de Suisse, le podcast sur la van life. Non, c'est un petit salut amusé, puisqu'effectivement, Sébastien a rencontré un ex-auditeur de voilà, EDS, Van Lifer lui aussi. Donc je le salue, je suis très content de savoir que ça a amené un nouvel auditeur et carrément un chroniqueur sur les technos. Ça fait bien plaisir et on vous renvoie d'en rencontrer d'autres. Voilà. Pour être très clair, on vous renvoie aux deux derniers épisodes avec Sébastien. Voilà. C'était enregistré à Las Vegas. Exactement. Et on reparlera de Las Vegas d'ici quelques instants, je pense. Mais alors revenons à cette news. Voilà, c'est la fin de l'année, c'est un peu la période des marronniers. Je me suis plié à l'exercice de faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé en innovation et en technologie en Suisse dans le cadre de ma chronique sur Mon Carnet, un podcast qu'on adore aussi ici au Techno. Et je me suis arrêté sur une news qui est tombée dernièrement. Oui, ça fait 20 ans, en 2004, que Google s'est installé à Zurich. Alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'on pourrait juste dire, bon ben voilà, ça fait 20 ans qu'ils sont là. C'est quand même un centre de recherche assez important. On raconte au tout début que c'était un des spots les plus importants en matière de recherche et de développement autour de YouTube. C'est une des rares infos qu'on a du côté de Google. Alors moi je le sais parce que je suis arrivé à rentrer en contact avec des amis qui travaillent là-bas. Il faut savoir que depuis, ça a bien changé. Il y a encore plus de bâtiments qui sont construits autour de ce tech center qui est vraiment très très beau. La visite d'un centre Google, c'est toujours assez sympa. Mais là, c'est d'autant plus intéressant quand c'est dans ton propre pays. Par contre, sur ces 20 ans, on a très peu de visibilité sur ce qu'ils ont développé ici à Zurich. On parle de 5000 employés, c'est quand même assez énorme, comme c'est devenu, comme ça a grossi. Ça a amené beaucoup de choses au niveau de Zurich, mais pas que des bonnes choses. Alors on va sortir un peu du monde de la tech, parce que 5000 employés qui gagnent très bien leur vie. Quand je vous dis ça, je parle déjà de salaires qui sont intéressants quand on est en Suisse. Quand vous êtes à Zurich,
c'est encore pire, puisque c'est la capitale économique. Sur le Monopoly, la Paradeplatz de Zurich, c'est la place qui coûte le plus cher dans le jeu du Monopoly. Mais qui a un Monopoly suisse? Voilà. Voilà. Et c'est toujours d'actualité. Le terrain le plus cher, c'est à Zurich. Et l'incidence que ça a eu, néfaste pour le coup, là, les riverains et les habitants de la région et de Zurich elle-même se plaignent, puisqu'effectivement, ça a fait augmenter méchamment le prix de l'immobilier, parce que ces gens ont un pouvoir d'achat assez important. Alors, je pourrais m'arrêter là. C'est vrai que la Suisse est très contente d'accueillir effectivement des sociétés. Ce que je pourrais dire en positif, c'est que ça fait 20 ans que cette boîte est ici. Elle fait vivre, je dirais, le tissu de l'innovation et de la technologie en Suisse. Encore une fois, très peu de visibilité sur ce qu'ils ont développé, ce qu'ils ont amené, ce qui a été fait à Zurich. Là, c'est assez opaque. Mais par contre, si vous allez faire un tour sur la plupart des médias suisses, tout le monde est assez ravi, assez fier de savoir que ça se passe en Suisse et que ça fait 20 ans que ça dure. Voilà, ça ne va pas changer la face du monde. Peut-être que plus tard, on sera à même d'en savoir un peu plus sur ce qui a amené ce centre de recherche et de développement. Moi, je suis très content de savoir que peut-être des fonctionnalités qu'on est en train d'utiliser sur YouTube ont vu le jour ici. On se fait fort d'aller investiguer un peu plus. Je vais essayer de raviver mes contacts pour en savoir plus, pour ce qui est possible de dire et de partager, pour savoir pourquoi Google aussi a choisi Zurich, parce que ça, c'est encore une question à laquelle c'est difficile de répondre aujourd'hui. Il y a quand même des trucs qui ont été lancés d'abord en Suisse et puis après dans le reste du monde, comme le Street View par exemple. C'est assez marrant de constater que la vue donc à 360 degrés de Street View, ça a été lancé en Suisse en 2009. C'est quand même assez original. Il y a aussi l'aspect plus économique où Google a racheté certaines entreprises, les a absorbées en quelque sorte, des entreprises suisses, donc c'est du personnel suisse, on l'imagine, avec des moyens suisses, etc. Il y a aussi des accords avec les universités ou avec le PFL, par exemple, qui a été signé, par exemple. Le PFL aussi, j'ai vu. Donc, il y a aussi les deux grandes écoles. Les deux grandes écoles polytechniques suisses ont signé avec Google. Enfin, voilà, il y a des interactions qui peuvent être profitables pour les uns et pour les autres. Et c'est bien que tu cites l'exemple de Google Street View, puisque effectivement, une des particularités des grosses sociétés qui s'installent en Suisse, c'est le cas, alors pour le coup, c'est moins technologique, quoique il y en a quand même un petit peu, c'est nos amis de Philip Morris qui ont leur siège à Lausanne, et pour avoir pu discuter avec certaines personnes qui travaillent en R&D, ils disent tous la même chose, ce type de boîte internationale adore la Suisse parce qu'ils peuvent tester quelque chose qui pourra après être répliqué en Europe, puisqu'on a un paysage différent, on a plusieurs langues, on a plusieurs mentalités. Donc on a un mini terrain de jeu qui pourrait ressembler à l'Europe pour par exemple tester des produits ou des services avant de les répandre sur le reste du monde. Donc peut-être que Google a aussi pensé à cet avantage-là. Apparemment, ils aiment bien les pays fédéraux, entre guillemets, parce qu'ils sont aussi implantés en Belgique, plutôt avec des data centers, en développement d'ailleurs. Et donc, voilà, petite boutade, mais Google est partout, il faut le reconnaître. Oui. Même un petit peu trop partout, il faut le reconnaître aussi, parce qu'à un moment donné, ça va bien, quoi. Mais non, c'est vrai, il faut arrêter tout ça tout de suite. On a fait le tour de ces 20 ans à Zurich, merci beaucoup. Et comme on parlait, oui, je vois la main de David se lever. je ne peux résister à la tentation de te demander quoi donc. Je me pose une question parce que Thierry, tu posais la question pourquoi la Suisse. Je me pose la question si justement pour une société, c'est pas plus facile de négocier avec un seul pays que de négocier avec une communauté européenne composée de beaucoup de pays. Donc il y a plus de facilité de négocier quelque chose que de devoir passer c'est pas faux. toutes les mailles du filet. Mais il y a quand même aussi une richesse locale en Suisse, il faut le reconnaître. On a parlé de l'EPFL ou de l'école polytechnique à Zurich. Enfin, il y a des compétences aussi. C'est bien de les reconnaître et de s'en approcher. Voilà, c'est pas les seuls à faire ça. C'est juste, David, effectivement. On est au centre de l'Europe sans en faire partie. Peut-être que il y a cette simplicité-là, ces facilités-là
qui Juste un arrive mot, comme point décisif. Juste un mot, parce que là on est déjà un petit peu long, mais Las Vegas, le CES, tu y retournes cette année, Thierry. Oui. Et donc on aura l'occasion d'en reparler en tout début d'année. De toute façon, tu seras encore avec nous. La veille de mon départ. Oui, la veille de ton départ, donc tu seras tout excité, tu sauras exactement si tu as bien tout mis dans ta valise, ta brosse à dents, tes marinières, etc. Et donc on aura l'occasion donc dans les semaines qui suivent avec toi de parcourir les travées du CES de manière virtuelle, mais parce qu'il y a toujours des choses à dire. Il n'y a pas que des postes de télévision et des lave-linges, il y a des fois des nouveautés qui émergent. Ça fait longtemps, on n'a pas eu de vraies nouveautés au CES, mais l'espoir fait vivre, comme on dit, et donc on attend de voir et on en reparlera. Bon, voilà, on fait ça. Même du dossier. Dans quelques instants, on saluera nos deux chroniqueurs pour en accueillir un autre, mais avant cela, encore avec David, on parle du pôle Nord. Le pôle Nord n'est plus vraiment au Nord, le pôle Nord déménage, le pôle Nord magnétique, on s'entend, qui a officiellement une nouvelle position. C'est le Père Noël qui va être tout disturbé, si je puis dire, par cette nouvelle. Oui, sauf que le Père Noël, il sait où est le Nord, j'imagine. Mais bon, ça a une incidence quand même assez importante. Donc, ce 17 décembre, il y a une nouvelle position qui a été officiellement publiée pour le pôle Nord magnétique, qui a été publiée par le NCEI, qui est le Centre national pour l'information environnementale, et le British Geological Survey, BGS. Pourquoi est-ce que le pôle Nord bouge? C'est tout simplement, c'est parce que le noyau externe de la Terre, qui est à 2-3 000 km de profondeur, qui est composé de fer en fusion et qui est en mouvement constant, ça ne bouge pas de manière uniforme et donc c'est une sorte de dynamo et si ça ne bouge pas de manière uniforme, le pôle magnétique se déplace petit à petit. Au cours de ces dernières années, le pôle magnétique s'est déplacé de manière assez rapidement du nord du Canada vers la Sibérie. Aujourd'hui, apparemment, il se situe assez proche du pôle géographique. Pôle à une lettre près, à deux lettres près. Bref, c'est la fin de l'année. Voilà. Ça a des incidences assez importantes pour tout ce qui est technologique, parce que tout ce qui est magnétomètre et géolocalisation, il y a les GPS d'un côté, mais d'un autre côté, les magnétomètres sont utilisés également pour faire des corrections d'orientation. Les modifications récentes n'ont pas vraiment d'incidence pour Monsieur Tout le Monde, mais pour les instruments scientifiques, c'est assez important de mettre à jour. Dans le passé, je pense qu'ils mettaient à jour tous les 10 ans. Maintenant, ils le font tous les 5 ans depuis un certain temps, je pense les 20 dernières années. Voilà, c'était une petite. C'est une petite news. Voilà, c'est intéressant de savoir que ce pôle n'est pas. Il n'y a pas un endroit, une pancarte. Oui, alors on l'a fait pour la pub, mais une pancarte avec marqué ici le pôle Nord. Vous êtes ici. Ça n'existe pas parce qu'il bouge tout le temps. Je m'étais laissé dire il y a quelques années déjà, il y a un bon bout de temps, en lisant un article, je ne sais plus où, mais c'était certainement dans quelque chose d'écrit avec de l'encre sur du papier, donc c'était il y a longtemps, que l'armée américaine utilisait comme clé en cryptographie les variations les variations de pôles magnétiques terrestres à des endroits secrets. Et donc, ça servait comme ça de clé unique en cryptographie. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'est de la science-fiction? Est-ce que c'est du roman? Je n'en sais rien, mais je trouverais ça quand même fameusement badass de faire ce genre de truc. C'est parce que forcément c'est difficile de trouver la clé si on n'a pas toutes les informations utiles, quoi. Je sais pas ce qu'on pense. Maintenant le pôle magnétique ne se déplace pas de manière uniforme et très prédictible, donc c'est assez aléatoire. C'est justement pour ça l'intérêt. C'est assez difficile de suivre. Alors un autre truc assez intéressant, c'est que le pôle nord magnétique et le pôle sud magnétique ne sont pas à l'opposé l'un de l'autre tout à fait. Non.
Donc ça c'est un truc qui est assez intéressant. Maintenant autre chose, le pôle magnétique, c'est le pôle qui est indiqué par la boussole. Donc si vous avez été scout quand vous étiez jeune, comme moi ça a été le cas il y a très longtemps, si le pôle nord bouge, avec la boussole, si on fait une petite virée de 50 ans, on se retrouve pas au bon endroit. Ouais, c'est ça, on a perdu un scout. Eh bien écoutez, c'est sur cette news-là que je vais vous laisser, parce que j'en ai un autre qui attend derrière la porte, un des Sébastien. Je vais vous souhaiter, Thierry, tous les deux, joyeux Noël et meilleurs vœux, bonne année, puisque on se retrouvera juste après le 1er janvier pour ce qui est de Thierry, un petit peu plus tard pour David. Merci à tous les deux, nous on va passer au dossier si vous le voulez bien. Et c'est à cet instant qu'on va accueillir un autre chroniqueur en la personne de Sébastien, l'autre Sébastien, si je puis dire, pour ce dossier que tu voulais aborder autour du processeur. Plus de 40 années d'innovation et de processeurs, ça vaut quand même un petit focus, même un gros focus sur cet outil devenu totalement indispensable dans nos machines, du lave-linge à l'ordinateur, j'ai presque envie de dire. La voiture. En passant par la voiture aujourd'hui, oui, évidemment, et plein d'autres objets qu'on ne pensait pas un jour être pourvus de ce fameux processeur ou microprocesseur, comme on dit également. Ça nous permet d'aborder avec toi, si tu veux bien, Sébastien, le fonctionnement même du CPU, comme on l'appelle. Bon, on va en profiter un peu pour récapituler et pour expliquer comment ça fonctionne, puisque c'est au centre de toute l'électronique qu'on utilise. Un CPU, ça veut dire Central Processing Unit. Et on dit souvent c'est un peu le cerveau de l'ordinateur. Son rôle est en fait d'exécuter des instructions. Il fonctionne en effectuant 3 étapes de base. D'abord, il récupère une instruction à exécuter depuis la mémoire. Ensuite, il la décode pour comprendre ce qu'il doit faire. Et puis, il l'exécute. C'est 3 steps, 3 étapes, un pipeline qui répète encore et encore et encore. Alors, un CPU est constitué de millions, voire de milliards de transistors regroupés en portes logiques. Ces portes, c'est un peu comme des interrupteurs qui sont capables de manipuler des signaux électriques pour réaliser des opérations logiques de base. Un et, un ou un non. Donc un et, si on a deux, il faut qu'il y ait deux entrées positives pour qu'il y ait du courant qui sorte en sortie. Un ou, si on a une des deux qui donne du courant, eh bien la sortie donne du courant. Et un non, si on a une qui donne du courant, la sortie ne donne pas de courant et inversement. Et crois-moi ou pas, avec ces 3 opérations de base, on peut faire toute une série de calculs. Par exemple, une addition. Pour additionner 2 nombres, le CPU va utiliser des circuits spécifiques qui sont des additionneurs, qui sont juste des combinaisons de portes et ou éventuellement des noms aussi, pour combiner des signaux binaires et produire un résultat. Et puis les données seront stockées dans un registre, et un registre, c'est une toute petite zone de stockage, ultra rapide, directement dans le CPU, parce que les registres, c'est le seul espace de stockage possible pour le CPU. Il n'a pas accès à toute la mémoire de l'ordinateur. S'il veut communiquer avec la RAM, pour charger, pour enregistrer des données, ça se fait via un bus. On demande, tiens, est-ce que je pourrais avoir l'espace mémoire qui est à telle adresse? Et un bus, c'est un peu comme une porte, comme un canal, on ouvre l'écluse, il y a 8, 16 ou 32, 64 bits maintenant qui se répartissent sur comme sur une nappe, tu sais, les nappes électriques de communication en électronique, pour amener la valeur de la mémoire jusqu'au CPU. Même chose pour communiquer avec des ports d'entrée-sortie, le clavier, la souris par exemple, mais aussi les disques durs ou le réseau par exemple. Alors, on entend souvent parler d'un terme, moi c'est un petit peu obscur, je l'avoue, c'est les cycles d'horloge dans le contexte du microprocesseur ou du processeur. C'est quoi et en quoi ça impacte les performances de ce processeur ? Un cycle d'horloge, ça correspond à une unité de temps. C'est fondamental pour le fonctionnement d'un processeur. Je vous ai parlé de ce cycle où il va chercher des instructions en mémoire, il les décode, et il les exécute et puis il recommence. Eh bien, chaque cycle d'horloge est marqué par un signal périodique qui est généré par une horloge interne d'ailleurs, quelque chose qui donne une fréquence, tac, 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 ce qui dicte le rythme auquel le CPU peut exécuter les différentes étapes que j'ai expliquées avant. Et donc une fréquence d'horloge plus élevée, tac, 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 tac,
pourrait indiquer un processeur un peu plus rapide, mais c'est qu'une partie de l'équation, hein, parce que l'architecture du processeur aussi, l'efficacité de son pipeline pour aller chercher les données, les instructions, les décoder, les exécuter, puis d'autres facteurs aussi comme la mémoire cache, ça joue un rôle crucial. Et donc aujourd'hui, une fréquence plus élevée veut pas nécessairement dire un processeur plus rapide ou inversement une fréquence plus lente. Mais un processeur moderne aussi peut exécuter plusieurs instructions par cycle, ce qui compense aussi parfois des fréquences un peu plus basses. Alors justement, parlons de l'architecture, des architectures de CPU, et notamment de la différence entre RISC et CISC. RISC et CISC. Quelles sont les caractéristiques de ces et leurs applications en règle générale de ces différentes architectures? Ouais, on en a déjà parlé hein, dans les technos. On parle souvent d'ARM par exemple. Donc il y a les architectures RISC d'un côté. RISC, ça veut dire Reduce Instruction Set Computing, jeu d'instructions réduit. Et CISC, c'est Complex Instruction Set Computing, jeu d'instructions complexe. C'est deux approches radicalement différentes. Le RISC, lui, il se concentre sur un ensemble d'instructions relativement limitées mais optimisé. Chaque instruction est exécutée en un seul cycle d'horloge ou quasiment. Et donc ça simplifie le design, ça augmente la vitesse également pour les processeurs. En revanche, le CISC, lui, propose un ensemble d'instructions plus complexes, plus riches, et certaines instructions effectuent des opérations très sophistiquées, mais qui peuvent nécessiter plusieurs cycles d'horloge. En général, on dit que le RISC est idéal pour des applications qui bénéficient d'une exécution rapide et donc efficace en termes d'énergie aussi, puisque plus d'instructions exécutées en moins de cycles d'horloge, ça consomme moins d'énergie. Et donc typiquement, on disait RISC plutôt pour les appareils embarqués, les smartphones, mais maintenant le RISC a envahi nos ordinateurs personnels aussi, et le CISC était avant pour les ordinateurs de bureau, pour les serveurs, etc. Intel, AMD sont les rois du CISC, ARM est le roi du RISC, mais voilà, tout ça est en train de changer puisqu'on voit aussi RISC envahir le monde des serveurs pour le moment. On va rentrer dans le domaine encore un petit peu plus pointu avec un autre débat entre le Big Endian et le Little Endian. Ce sont des termes récurrents dans le monde du processeur. Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et quelles sont les différences entre les deux? Ouais, ça perturbe beaucoup de monde, hein. C'est Little Endian et Big Endian. En fait, ces termes se rapportent à l'ordre dans lequel les processeurs stockent ou lisent les octets dans la mémoire. Par exemple, imagine qu'on doit stocker un nombre sur plusieurs octets, disons 4 octets, 4 fois 8, ça fait un entier de 32 bits. Avec le Big Endian, l'octet le plus significatif, donc celui qui contient la valeur la plus forte du nombre, la plus importante du nombre, il est stocké en premier à l'adresse mémoire la plus basse. C'est exactement comme nous on fait. Si on écrit 1234, 1 et 2 a plus de valeur dans notre nombre que 3 et 4, parce que 1 et 2 représentent 1200, 34 propose 34. Donc la valeur la plus importante, on la met devant. Eh bien, en Little Endian, c'est exactement l'inverse. On met le bit, je vais m'en mêler les pinceaux, on met le bit le moins significatif d'abord. Donc c'est comme si on écrivait 3, 4, 1, 2. Donc ils inversent les deux. Alors c'est juste une convention, mais ça a un impact lorsqu'on échange des données. Imagine deux systèmes, un Big Endian, un Little Endian qui s'échangent des données sur une clé USB ou à travers le réseau. Il faut évidemment qu'ils se mettent d'accord d'une façon ou d'une autre pour convertir les données, parce que sinon celui qui reçoit, il va tout lire à l'envers, il va pas lire les données dans l'ordre, enfin si, il va lire les données dans l'ordre qu'on lui a envoyé, mais c'est pas l'ordre qu'il comprend. Et en fait, ça vient de l'histoire simplement, c'est des choix techniques. Les processeurs ARM, les x86, les AMD sont plutôt Little Endian, et c'est la majorité des processeurs aujourd'hui. Dans le passé, il y avait les PowerPC d'IBM qui étaient sur les serveurs, encore maintenant sur les serveurs IBM. Sur les Mac, à une certaine époque aussi, il y avait du PowerPC qui était en Big Endian. Alors chacun a des avantages et des inconvénients. Le Big Endian, c'est plus intuitif. Quand on voit un chiffre, on sait se le représenter. En Little Endian, il faut faire cette gymnastique mentale d'abord de dire non, ça c'est 3, 4 et puis c'est 1, 2. Le Little Endian permet d'optimiser certaines opérations d'addition, de multiplication dans la manière dont le processeur fonctionne. C'est pour ça que les processeurs aujourd'hui ont cette notation un peu inversée de Little Endian, mais c'est deux façons relativement différentes d'aborder le même problème finalement, parce que dans la plupart des cas, les développeurs, nous, on n'a même pas à s'en soucier, parce que c'est les compilateurs, les librairies qui vont générer du code, etc. C'est vraiment uniquement si je vais développer des pilotes de bas niveau, des pilotes réseau. Oui, c'est ça. Là, il faut comprendre des trucs, il faut y penser et pas se gourer.
Évidemment. Un terme sans doute plus connu même du grand public, la fameuse loi de Moore. C'est le moment peut-être d'en parler parce qu'elle est importante. Est-elle toujours valable aujourd'hui? C'est la question qu'on peut se poser aussi. Oui, c'est cette fameuse loi formulée en 1965 par Gordon Moore, qui était un des cofondateurs d'Intel d'ailleurs. Et lui, il avait remarqué que le nombre de transistors qui peuvent être intégrés dans un circuit intégré doublait environ tous les 2 ans. Donc ça réduisait les coûts également. Donc ça signifiait que la puissance de calcul des processeurs augmenterait selon lui de façon exponentielle, puisque 2, 4, 8, 16, 32 au fil des années. Et pendant des décennies, la loi de Moore a été presque un guide pour l'industrie des semi-conducteurs. D'un côté, on l'observait, mais on essayait de la respecter aussi, donc on forçait un peu le jeu pour faire que la loi de Moore soit une prophétie qui se réalise par elle-même finalement. Mais depuis les années 2010, je dirais, il y a un ralentissement quand même, parce que la miniaturisation a atteint un peu des limites physiques, notamment des problèmes de dissipation de chaleur, et puis des interférences quantiques. En fait, les nœuds de gravure qui sont aujourd'hui mesurés en nanomètres, un nanomètre. Ces nœuds, ils se rapprochent de l'échelle d'un atome. Ça veut dire que les fils, entre guillemets, qui relient 2 composants, ils sont trop petits, les électrons, ils sautent, ils débordent du fil. Donc ça fait des fuites de courant, ça fait des pertes de performance, des erreurs, etc. Et aujourd'hui, l'industrie se repose pas uniquement sur la densité des transistors. On explore des solutions un peu alternatives, les architectures multicœurs, évidemment, les chiplets, la technologie 3D, où les transistors sont empilés pour augmenter la densité, mais sans réduire la taille de chaque composant. On investit aussi dans des matériaux alternatifs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le silicium, mais demain, ça sera peut-être le graphène, ou alors des approches de calcul complètement nouvelles. On parle souvent dans ce podcast de l'informatique quantique également. Ouais. Moi, je me rappelle pour la petite histoire que quand on a commencé ce podcast, on commençait déjà à dire que la loi de Moore était un peu brinque-ballante, on va dire, et c'était il y a 10 ans, effectivement. Tu parlais d'un truc, ça m'intrigue un petit peu, la technologie 3D dans le cadre du microprocesseur, du processeur, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Ouais, c'est une approche qui consiste à empiler verticalement les composants électroniques, comme les transistors ou les puces. Donc, au lieu de tout mettre sur une surface plane, le processeur, ses registres, et puis d'autres puces et tout étalé, on les empile. Donc, ça augmente la densité des composants sans réduire vraiment leur taille en centimètres carrés en tout cas, ce qui est crucial évidemment à l'époque de la miniaturisation, des téléphones, etc. Alors, il y a plusieurs techniques. On peut empiler plusieurs couches de circuits dans une seule puce. C'est ce qu'on appelle je veux dire en anglais 3D stacked IC, donc les composants empilés en 3 dimensions, et ce sont des couches qui sont interconnectées à l'aide de petits trous dans les puces qui permettent de passer d'un étage à l'autre, de passer des fils d'un étage à l'autre. Un peu comme les PCB. Exactement. Aurélien et David on parlait de ça dans le dossier sur les PCB. C'est la même technique, mais sauf que c'est dans une puce, dans un truc dans le processeur de silicone. Une autre approche, c'est les chiplets. Là, ce sont des modules indépendants qui sont soit empilés, soit placés côte à côte, mais sur le même substrat. Donc, au final, c'est une chip. Si on regarde de l'extérieur, c'est qu'une chip, mais il y a plusieurs composants dedans qui interagissent les uns avec les autres, avec plusieurs avantages. D'abord, comme ils sont plus près, ça permet d'améliorer les performances de communication, parce que les temps de latence de communication entre un composant et l'autre sont réduits. Ça permet aussi une meilleure gestion de l'espace. On peut intégrer plus de fonctionnalités dans un petit format. Puis c'est plus flexible parce que ça permet de combiner aussi des technologies différentes, par exemple le Wi-Fi, le Bluetooth et d'autres contrôleurs dans un seul chip. C'est ce qu'on appelle les SoC, les System on Chip. Alors, mais il y a des défis aussi. Et le principal, c'est la chaleur, évidemment. Si on empile des trucs, ça chauffe. Donc, on a du mal à évacuer cette chaleur. Il y a aussi des problèmes d'interférence électrique, parfois, entre les couches, et puis des coûts de fabrication qui sont plus élevés, parce qu'il faut des procédés de fabrication extrêmement précis. Un des grands acteurs dans ce domaine-là, c'est AMD, avec une technologie qui s'appelle 3D V-Cache, où de la mémoire cache est empilée sur le processeur pour booster les performances, et tout ça dans un seul chips. Alors Intel n'est pas en reste non plus, ils ont une approche qui s'appelle Foveros, qui permet de combiner des blocs fonctionnels différents dans une seule puce. Les fabricants, quant à eux, c'est plutôt Samsung et TSMC qui tirent leur épingle du jeu pour aller vraiment développer les machines qui permettent de fabriquer ces puces.
Alors, on va reparler des acteurs principaux, évidemment, mais comment ces puces sont-elles fabriquées, en fait, de quelle manière? Eh ben justement, puisque je parlais de TSMC de Samsung, il faut reconnaître que fabriquer des puces aujourd'hui à l'échelle de 7-8 nanomètres, c'est vraiment une prouesse d'ingénierie. D'abord, il y a une phase de conception, comme les PCB sur ordinateur. On conçoit les circuits et c'est un ordinateur en fait qui va dessiner les circuits et dire quoi doit passer par où, évidemment, c'est plus fait à la main. Ensuite, une fois que le design est validé, on passe à la fabrication proprement dite, qui se fait sur des plaquettes de silicium aujourd'hui, qui sont gravées avec de la lithographie. Donc, c'est une technique qui permet de dessiner sur des circuits minuscules de l'ordre du nanomètre. Donc, c'est exactement comme les PCB, mais en plus petit, en beaucoup plus petit. Il y a plusieurs étapes pour la fabrication. Il y a la gravure, où les transistors vont être créés couche par couche, une implantation ionique pour modifier les propriétés du silicium, pour en faire des semi-conducteurs, et puis l'assemblage et le test. Chaque CPU est vérifié évidemment pour s'assurer qu'il fonctionne. Alors aujourd'hui, on parle aussi beaucoup d'architecture big little, où on met à la fois des cœurs très performants qui est combiné avec des cœurs plus économes en énergie, qui se répartissent les tâches de façon différente. On voit ça dans les derniers M quelque chose de Mac, si on lit les spécifications d'Apple. Il y a les cœurs de performance et les cœurs normaux. C'est parce qu'ils combinent des cœurs différents dans le même CPU. Alors j'ai déjà dit, les leaders, c'est Intel et AMD pour les CPU traditionnels. ARM qui fabrique pas des CPU, on en a déjà beaucoup parlé aussi, mais vend le design, la licence de design, domine le monde du risque aujourd'hui. Tous les téléphones portables, la plupart des laptops maintenant et des tablettes, c'est du côté d'ARM. Et côté fabricant, je l'ai déjà dit, je le répète, mais TSMC et Samsung, c'est les deux grosses boîtes qui sont capables de fabriquer des ordinateurs, des processeurs, à très grande échelle. Alors tout ça, c'est bien joli. Quand on t'écoute depuis une quinzaine de minutes maintenant, le processeur, c'est fantastique, on fait ça, il y a telle architecture, etc. Mais il y a quand même des bugs. À un moment donné, faut le dire aussi. Et il y en a des célèbres en plus, de bugs dans le processeur. Ah ouais, l'un des premiers bugs célèbres, c'était en 94, c'est le fameux tristement célèbre bug de la division dans le processeur d'Intel Pentium. Donc le problème venait d'une erreur dans la table de recherche utilisée par une unité de calcul en virgule flottante, et résultat, dans certaines conditions, des divisions donnaient des résultats erronés. Et pour la plupart des utilisateurs, ce bug était relativement insignifiant, mais pour des applications scientifiques ou financières qui nécessitaient vraiment de la précision dans les calculs, c'était un vrai problème. Intel a dû rappeler des processeurs et remplacer les unités défectueuses. Ça a coûté des millions de dollars. Plus récemment, deux vulnérabilités dont vous vous souvenez peut-être, Spectre et Meltdown. Ce sont des failles qui touchaient des millions de processeurs. Beaucoup ceux d'Intel, AMD, mais ARM n'était pas exempté non plus. Alors Spectre a exploité des mécanismes d'exécution spéculatifs pour accéder à des données sensibles en mémoire, donc accéder à la mémoire qui n'était pas réservée à toi, la mémoire d'un autre process, peut-être d'un autre client sur une machine partagée. Et Meltdown, de son côté, permettait de contourner aussi l'isolation entre ces applications et le système d'exploitation, ce qui exposait aussi des données d'une application à une autre. Et les conséquences ont été énormes, d'abord d'un point de vue de sécurité, parce que ces failles pouvaient potentiellement être utilisées pour voler des données ou pour abaisser les barrières de confidentialité dans le cloud, par exemple. Donc les entreprises ont dû déployer d'abord des correctifs logiciels pour atténuer les risques, mais ces correctifs avaient parfois entraîné aussi des baisses de performance, et notamment sur les serveurs. Donc à court terme, c'était des mises à jour logicielles, et puis à long terme, évidemment, Intel et AMD ont corrigé les designs, et les nouvelles générations n'ont pas ces bugs-là. Il y a eu d'autres bugs aussi, le TS6 Asynchronous Abort dans certains processeurs d'Intel qui affectaient des transactions mémoire et permettaient d'exploiter des failles un peu similaires à celles de Spectre. Récemment, il y a eu Rowhammer aussi, qui jouait sur des interférences électromagnétiques entre les cellules de mémoire pour modifier des données dans des zones non autorisées par un process. Et chaque fois, c'est la même chose. D'abord des patchs logiciels avec un impact sur les performances avant que la génération suivante de processeurs ne corrige le problème. Autre question qui m'interpelle, la fameuse, on a déjà parlé plein de fois dans ce podcast, la fameuse virgule flottante. Qu'est-ce que le calcul de la virgule flottante, Sébastien? Une fois pour toutes, mets-nous ça bien frais dans la tête. Ah, il y a de quoi s'arracher les cheveux là. Floating point arithmetic en anglais. Donc c'est une méthode utilisée pour représenter, manipuler des nombres qui peuvent être très très grands ou très petits, donc avec des parties décimales. Et contrairement au calcul avec des nombres entiers, 2, 3, 4, 5, il permet aussi d'exprimer des valeurs avec des fractions
un tiers, un demi, etc. et d'étendre la plage des nombres possibles. Alors on dit virgule flottante parce que la position de la virgule n'est pas fixée. On ne dit pas il y a un chiffre, une virgule et puis 3 chiffres. En fonction d'un nombre ou de l'autre, la virgule flotte en fonction des besoins. Donc un nombre en virgule flottante, en général, on le représente sous la forme d'une mantis, donc d'une base, multipliée par 2 exposant quelque chose. 2 parce qu'on est en binaire. Donc si je reprends mon exemple de 1234 de tout à l'heure, 12, 3, 4, on pourrait l'écrire 1,234 fois 10 exposant 3. C'est exactement la même chose. Là, on est en base 10, en virgule flottante pour les ordinateurs, on le fait en base 2, mais c'est la même idée. Et donc, dans le processeur, cette représentation est bien adaptée au binaire parce que la mantis, donc le chiffre de base, et l'exposant sont stockés séparément dans des cases mémoire différentes. Et il y a un format qui définit quels sont les bits utilisés pour quoi, qui est une norme qui s'appelle IEEE 754, qui dit, voilà, on utilise le premier bit pour le signe, positif ou négatif, et puis X bits pour l'exposant et puis les bits restants pour la mantis. Alors l'avantage de ça, c'est de pouvoir manipuler des valeurs extrêmement variées avec une précision adaptée. Ce qui est vraiment crucial dans la physique, dans la finance, dans les simulations numériques, on a besoin de calculs fiables. Mais il y a des limites aussi, parce que en virgule flottante, il peut y avoir des erreurs d'arrondi ou d'imprécision. Tous les nombres ne peuvent pas être représentés exactement. En décimale, par exemple, si je te dis un tiers, représente-moi ça par un chiffre, tu vas me dire 0,33, mais c'est une approximation. C'est imprécis. C'est 3, 3, 3, 3, et ça s'arrête jamais. Ben, c'est la même chose en virgule flottante. Il y a des chiffres qui ne peuvent pas être représentés avec précision. 0,1 par exemple, c'est comme notre un tiers en décimale, on peut pas le représenter en virgule flottante, et donc il peut y avoir des problèmes dans certaines applications qui nécessitent vraiment de la précision dans les calculs, et il y a des tas de techniques logicielles pour recouvrer cette précision qu'on perd parfois avec le principe de représentation en virgule flottante. Je me rends compte que depuis le début de cette séquence, j'ai parlé de processeurs et de microprocesseurs sans vraiment faire la distinction entre les deux. Pourtant, il y a une distinction entre les deux. Ouais, c'est important. Un processeur au sens large, c'est un peu un dispositif. Enfin, c'est un dispositif, je l'ai dit, chargé d'exécuter des instructions, qu'elles soient issues d'un programme informatique ou d'un système mécanique, parce que les premiers processeurs, c'était un peu mécanique. Donc, c'est des unités de calcul intégrées dans des ordinateurs ou des systèmes électroniques. Le microprocesseur, c'est juste une version miniaturisée de cette unité de traitement où tous les composants nécessaires, l'unité de calcul, les registres, l'unité de contrôle sont intégrés sur une seule puce de silicium. Et c'est ça qui a vraiment révolutionné le monde de l'électronique, parce que ça a permis de réduire la taille, le coût et puis la complexité évidemment, parce que moi je suis peut-être un poil trop jeune, en tout cas j'ai pas travaillé avec, mais avant les microprocesseurs, les processeurs c'était plusieurs circuits séparés construits à l'aide de composants électroniques discrets, des transistors, des résistances, des condensateurs qui étaient soudés les uns aux autres. Oui, il y avait même des logiques câblées, entre guillemets, qu'on considérait comme étant des processeurs, avec des fils qui se croisent et des tors magnétiques autour pour orienter le courant de différentes manières. Et des systèmes mécaniques. Si vous regardez le film sur Alan Turing, vous allez voir cette machine avec des systèmes avec mécaniques. Des relais. Donc, ce qui a permis les microprocesseurs, finalement, c'est l'invention du transistor dans les années 40-50. On a remplacé les tubes à vide et ça rendait les circuits plus petits, plus fiables. Et puis, évidemment, la naissance des circuits intégrés dont j'ai parlé avant. Donc, les puces, une seule puce de silicium où tout est dedans, la mémoire, les transistors, etc. Ça permet de combiner plusieurs transistors sur une seule puce, et puis ça a ouvert la voie à l'intégration d'un processeur complet qu'on appelle un microprocesseur. Et le premier vraiment c'était en 71-71 Intel avec l'Intel 4004, un processeur 4 bits, 4 mais qui pouvait exécuter 92 000 instructions par seconde. Imagine pour l'époque. On reparlera une fois à l'occasion justement de l'arrivée du transistor, de tout ce que ça a changé, parce que c'est quand même cet objet qui a sauvé le média radio face à l'arrivée de la télévision, par exemple, mais pas que, et c'est aussi très riche en informations. On va tout doucement conclure cette longue séquence cette semaine, si tu veux bien, Sébastien, pour revenir sur justement les 40 ans de processeurs, de microprocesseurs, d'innovation autour du microprocesseur.
Bah oui, ça commençait, comme je l'ai dit, 71, le 4004 d'Intel, c'est lui qui est considéré vraiment comme le premier véritable microprocesseur, 92 000 instructions par seconde, ça paraît dérisoire aujourd'hui, mais à l'époque c'était incroyable, et puis ça a ouvert la voie à une nouvelle ère dans le domaine de l'électronique et de l'informatique. Ça a continué dans les années 70 avec les premiers processeurs 8 bits, le 8080 d'Intel, le Z80 de Zilog qui était au cœur des ZX Spectrum, oui. Le Motorola 6800 qui était dans le temps d'ITRS 80, et puis évidemment le fameux 6502 de MOS qui était dans les Apple II et les Commodore 64. Ça y est, là je fais ma séquence vieux. Dans les années 80, ça a doublé encore, 16 bits, l'Intel 8186, c'est l'étape clé, parce que c'est le début des ordinateurs personnels, donc c'était l'architecture x86 comme on dit encore aujourd'hui. Dans les années 90, on a redoublé, 32 bits, et puis maintenant on est en 64 bits, avec ces évolutions, donc qui permettent une augmentation vraiment exponentielle des performances et des capacités. On a plus de puissance calcul dans notre poche aujourd'hui que l'ensemble des moyens informatiques de la NASA quand on a envoyé des hommes sur la Lune, et de loin, et de très très loin. L'introduction marquante dans les années 2000, on n'a plus tellement augmenté le nombre de bits, on est à 64 bits pour le moment, mais c'était le multicœur. Donc plutôt que chercher à augmenter la fréquence d'horloge, on a rajouté plusieurs cœurs pour faire des traitements de tâches en parallèle, et puis toujours la miniaturisation des transistors avec toutes les techniques dont on a parlé avant, jusqu'à des circuits maintenant qui sont à l'échelle du nanomètre. Et là, on est nouveau à un tournant, parce que les performances continuent d'augmenter avec des architectures hybrides, comme on l'a dit, le Big Little par exemple, les chiplets, des unités spécialisées aussi, les GPU pour l'intelligence artificielle, on en parle suffisamment souvent dans les technos. Et de l'autre, on a des défis technologiques, énergétiques aussi, environnementaux. Il faut faire des puces non seulement plus rapides, mais qui consomment moins d'électricité aussi. Et donc l'avenir va changer. On va pas continuer à augmenter la fréquence d'horloge ou augmenter le nombre de transistors. La loi de Moore, c'est fini. Ça va être des innovations dans les matériaux peut-être, voir ce qu'il y aura après le silicium pour les microprocesseurs du futur. Quelle aventure. On s'en reparle dans 10 ans pour les 50 ans, même moins de 10 ans, puisque le processeur, c'est un peu plus de 40 ans, c'est 43 ans d'existence, quelque 43, chose comme ça. 71. Ouais, voilà. Donc, merci pour ce dossier très complet, Sébastien, qui fait plus que conclure cet épisode de la semaine. Merci d'avoir écouté les technos une fois de plus, évidemment. Merci également pour vos commentaires, les pouces, les étoiles sur les applications de podcast, etc. Faites savoir que vous écoutez les technos auprès de vos amis. Plus on est de fous, plus on rit. Et dites-nous ce que vous pensez de ce genre de dossier. Si vous en voulez plus, je pense que notre ami Sébastien est capable d'en fournir... prendre plus. Oh là là, il est tout à fait capable. Merci à tous. Passez une très très bonne semaine. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, puisque, je le rappelle, nous serons là au moment des fêtes. Et oui, d'habitude, on fait une petite pause. Cette année, on a décidé d'être là aussi bien à Noël qu'à Nouvel An. Voilà, autant le savoir. Donc, on ne vous quitte pas durant l'hiver. À très bientôt. Salut.